Pourquoi les cow-boys noirs ont été oubliés? D'abord, il faut savoir que les cow-boys noirs sont en fait assez nombreux. Dans les grandes années de l'univers cow-boy, entre 1860 et 1880, ils représentent entre 20 et 25% des effectifs. C'est pour eux, depuis l'abolition de l'esclavage en 1865, un moyen de refaire leur vie à l'ouest dans des États moins ségrégationnistes. Et pour les propriétaires de ranch, c'est de la main-d'œuvre bon marché. Les cow-boys sont de toute façon des salariés agricoles. Comme c'est le prolétariat rural, on a embauché beaucoup de gens qu'on considérait comme faisant partie d'un prolétariat racial, entre guillemets. Donc ça explique qu'il y ait beaucoup de populations africaines-américaines, amérindiennes ou mexicaines. Moins bien payés. Cantonnés au poste de subalterne, ces cow-boys sont confrontés à un racisme manifeste sur les pistes qui les mènent à l'ouest. Une bonne partie des cow-boys engagés à la fin des années 60 et 70 au Texas notamment sont d'anciens soldats sudistes. Et ce sont donc ces cow-boys-là, blancs, qui vont devenir des années plus tard l'incarnation fantasmée du cow-boy, personnage central de la conquête de l'Ouest. La conquête qui fonde la nation ne pouvait pas être africaine-américaine. C'était impensable dans le récit états-unien de l'époque. Le mythe du cow-boy américain solitaire est en fait bien loin de la réalité. Déjà parce que les cow-boys noirs, amérindiens et mexicains ont complètement été effacés de l'histoire, mais aussi parce que quand on pense cow-boy, on voit un homme solitaire et aventurier, ayant pour seul compagnon un cheval aussi libre que lui. Il faut arrêter avec cette vision très individualiste, très atomisée de la société de l'Ouest, hein. Le travail de cow-boy est un travail collectif. Quand on est sur la piste, on est en groupe, entre hommes, en permanence pendant des semaines. Les garçons vachers de la fin du 19e siècle travaillent en réalité jusqu'à 18 heures par jour, ont des tâches répétitives, des conditions de vie harassantes, d'autant plus qu'ils sont soumis aux aléas météorologiques. Et tout ça pour un salaire très bas. Ça a mené à des conflits sociaux. Ce sont des salariés agricoles et en tant que salariés, ils sont tout à fait légitimes à se révolter contre leurs conditions de travail. Et il y a eu effectivement des grèves de cow-boys pour les conditions de travail et le salaire. À l'époque, travailler comme cow-boy, ce n'est pas spécialement glorieux ou héroïque. C'est plus tard, au tournant du 20e siècle et à la faveur de ce nouveau sport qu'est le rodéo, que le mythe du cow-boy s'est construit. Parmi les cow-boys les plus célèbres, il y en a un qui ressort du lot, Nat Love, un ancien esclave devenu cow-boy. Son parcours n'a rien d'atypique, car après l'abolition de l'esclavage, nombreux sont les anciens esclaves en quête de travail et d'un peu plus de liberté à s'engager comme garçons vachers. Et lui a mis par écrit son récit. Chez l'ensemble des cow-boys, c'est assez rare, et chez les cow-boys afro-descendants, il est le seul. Né en 1854 dans le Tennessee, Nat Love aurait appris à lire et écrire auprès de son père, contremaître. L'ancien esclave devenu libre à l'adolescence se fait embaucher comme cow-boy. Il parcourt l'Ouest américain et décrit dans son autobiographie une multitude d'aventures. Certaines semblent peu probables, comme l'anecdote de son nom, Deadwood Dick, qu'on lui aurait attribué lors d'un exploit à un concours en 1876, mais qui fait référence à un livre sorti l'année suivante. Je crois qu'il est tout à fait vain de vouloir dessiner une figure de Nat Love historique. C'est presque plus intéressant de le travailler effectivement comme texte littéraire qui reprend des éléments de la figure du cow-boy et qui construit le mythe en fait. Son autobiographie, publiée en 1907, est dans un premier temps oubliée, tout comme la place des cow-boys noirs l'a été. Redécouverte dans les années 1970, ce texte fait de lui une légende qui replace l'histoire des afro-descendants dans le grand récit fondateur de l'Ouest américain.